pense que la chose dont je suis la plus fier, c'est de me dire mes parents, ils sont sereins. Comment tu fais d'un coup pour dire ok, mais attends, mais j'ai mes études, il y a des bénévoles, il y a des budgets à gérer. Comment tu gères cette responsabilité-là? Il y a plusieurs questions et c'est intéressant. J'essaye dans les podcasts d'en faire plus d'une en général de questions. Je suis très stimulé et en même temps, je suis très seul. Parce que les décisions, c'est à moi de les prendre. Combien de fois, Marwan, je l'appelle, je lui dis j'ai envie de tout arrêter, frérot. Il me dit vas-y, tranquille, ça va le faire et tout. Je lui dis non, là, j'ai envie d'avoir ta vie. Genre tranquille, pas de responsabilité, pas de pression, t'es heureux, frère. Est-ce que Yovan, des fois, il a la flemme? Est-ce que Yovan, parfois, il est pas productif? Est-ce que Yovan, parfois, il regarde un peu Netflix pour couper? Jamais. Non, je rigole. Et là, on revient dans la voiture. Vide. Tout, il n'y a plus rien à la voiture. Elle est vide. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast JVY. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, l'objectif c'est de vous faire découvrir des personnalités plus ou moins médiatisées, mais qui, à mes yeux, ont un message à nous faire passer derrière par leur parcours, par leur vision de certaines choses, par ce qu'ils ont pu réaliser dans leur vie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis très content de vous proposer quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais maintenant depuis quasiment 2 ans, qui s'appelle Yovan Pigenet, qui est dans une association et qui l'a créé même, qui s'appelle l'Équipage Solidaire, qui vient en aide à des étudiants qui sont en situation de précarité, donc dans une asso dans laquelle je suis investi depuis plus d'1 an maintenant aussi. Et en l'occurrence, Yovan, il a fait énormément de choses, on va en parler petit à petit, mais vous verrez en tout cas qu'il y a toujours dans ce qu'il a fait en fil rouge des convictions, des valeurs fortes qu'il a mis au travers de projets professionnels qui font que je me dis que c'est beau déjà de voir ces parcours comme ça assez atypiques avec des beaux messages derrière. Et il y a une forme de détermination chez lui qui peut vous parler, qui peut vous aider, je pense, et tirer les gens vers le haut. Et une forme d'humanité qui, je trouve, est touchante. Donc, Yovan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas déjà? Eh bah écoute, merci à toi. Merci de venir à domicile. Et je vais merveilleusement bien. Comment je pourrais pas aller mieux là, je suis directement dans la boutique Drest et non, franchement je suis trop content, hâte de découvrir ce que tu m'as réservé. Donc première phase, je la trouve importante la première phase parce que je pense que notre période de jeunesse quand même ça déclenche des choses qui peuvent nous changer la vie dans le bon ou dans le mal d'ailleurs et pour plein de raisons. Et c'est la phase un peu d'éducation qui nous marque aussi. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ta première phase de jeunesse, collège, lycée, scolairement et personnellement? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'enfance. Alors, il faut savoir que si on repart vraiment de très très loin, mes parents ils se sont rencontrés en Serbie en 99. Et en fait, ils étaient là-bas, ils comptaient s'installer là-bas. Et sauf qu'à l'époque, il y avait la guerre en Serbie. Et donc, quand ils m'ont eu, en fait, l'hôpital dans lequel je devais accoucher, il était bombardé. Donc, ils sont venus en France un peu en urgence. Vraiment, dans la précipitation, il y a un ami qui les a déposés à l'aéroport. Ils ont pris un billet. Ils sont arrivés en France. Du coup, ma mère, elle a accouché ici. Et donc, ils ont commencé, ils ont enchaîné un peu des petits boulots, etc. Au tout départ, on était à Noisy-le-Sec. Puis ensuite, on est arrivé à Montreuil. Et moi, j'ai fait toute mon enfance à Montreuil. Donc, je suis arrivé à Montreuil à l'âge de 7-8 ans. J'étais en HLM au départ. Et donc, ce que je retiens de ma ville, ce que je retiens de mon enfance, c'est globalement que du positif. Dans le sens où j'ai grandi dans un milieu qui, culturellement et socialement, était extrêmement mixte. Donc, vraiment, j'ai grandi avec des personnes qui venaient de tout horizon, toute culture. Donc, je me suis beaucoup ouvert durant cette période-là. Il y avait quand même un petit hic dans tout ça, c'est que sur la partie scolaire, purement, en fait, quand on grandit en ZEP, il y a énormément de disparité en fait entre la banlieue et Paris. Ouais, donc différence de niveau. Voilà, exactement. Donc scolairement parlant, en fait, j'avais l'impression d'être un cador parce que j'étais toujours dans les premiers de la classe, que des 16 sans rien faire du tout. Je rentrais chez moi, je faisais vite fait mes devoirs, je sortais, j'allais au foot, etc. Et en fait, je me rends compte quand j'arrive à Paris, plus tard, que j'ai pris énormément de retard. Ok, donc quand tu arrives à Paris plus tard, c'est-à-dire quelle période au final pour situer? C'est ça, donc je fais tout mon jusqu'au collège, je suis à Montreuil. Tu pars au lycée à Paris. Exactement, mes parents ils me disent voilà, faut pas que tu restes à Montreuil, là faut que tu ailles voir d'autres choses, faut que tu t'ouvres un petit peu et surtout faut que tu t'élèves. Donc ils décident de me mettre à Paris, moi vraiment à contre-cœur. Je leur dis mais il y a tout ici, j'ai grandi là, j'ai tous mes potes, il y a tous tes repères, tous mes repères, exactement. J'ai pas envie d'aller à Paris, j'étais jamais allé à Paris. En fait, faut vraiment, quand on est en banlieue parisienne en tout cas, c'est 2 mondes différents. Ouais, c'est une bulle un peu. Ouais. Genre nous, on voit Paris, la Tour Eiffel, maintenant un peu plus, mais à l'époque j'avais dû la voir peut-être une fois. Vraiment, en 18 ans, j'ai vu la Tour Eiffel une seule fois. Et encore, tu vois, c'était par hasard, parce que je passais, machin et tout, mais vraiment, il y a 2 mondes différents. Et donc, quand j'arrive sur Paris, je me rends compte que c'est un autre univers, clairement. Les gens, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, par exemple, à la pause, ça va parler politique, ça va parler sur des livres, des trucs. Nous, à l'époque, on parlait mercato, on parlait, tu vois, vraiment, c'était pas du tout le même truc. Ouais. Et je me dis, en vrai, c'est intéressant. Parce que malgré tout, je me rends compte que c'est un autre univers qui n'est pas le mien, mais c'est un autre univers.
Et donc, de là, moi, je suis quelqu'un qui, quand même, a une facilité pour sociabiliser, etc. Aussi. Exactement, capacité d'adaptation que j'ai développée avec le temps. Mais je suis arrivé, au final, je me suis fait des potes, je me suis intégré, des potes qui n'avaient vraiment rien à voir avec les potes que je pouvais avoir, moi, tu vois, à côté. Tu parlais politique à la pause, du coup. J'ai commencé à parler politique à la pause, exactement. Mais au départ, j'étais largué. Tu vois, même, par exemple, faire la succession des présidents sur la 5e République, j'étais incapable de le faire. Parler de la guerre en Irak, de machin, en fait, même les conflits en termes de géopolitique. Tu la vis, en fait. Clairement, les fautes d'orthographe. Je faisais tellement de fautes d'orthographe. Donc, le lycée, je le vis un peu mal. Quand j'arrive, mes 2 premières années de lycée, je les vis même plutôt mal. Je suis pas en dépression non plus, tu vois, parce que voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont en dépression, c'est vraiment moi, c'était juste, j'étais pas heureux. Tu vois, je travaillais comme un ouf. J'avais des notes vraiment qui étaient plus bactères. Je dépassais rarement les 10. Quand je dépassais les 10, c'était genre 11, 12, 13, tu vois, maximum. Et les autres à côté, ils me disaient, bah ouais, moi j'ai révisé ça vite fait. Moi, j'avais passé tout le week-end à réviser. Eux, ouais, j'ai révisé ça vite fait dimanche soir. Ils ont 16, moi j'ai 9. Ah, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça. Tu vois, c'est compliqué. Tu dis, ça veut dire que je suis bête en fait. Tu vois, genre. Puis même, tu projettes ta vie à te dire, ok, ça c'est ma limite, donc je fais partie du bas du panier pour ma vie entière en fait. Exactement. Moi, j'ai ressenti ce truc-là aussi. Mais ça, c'est horrible. Je pense que c'est le pire truc qu'on puisse ressentir. Et en fait, face à ça, il y a 2 réactions. Et en l'occurrence, moi, je me suis dit, bah ok, c'est pas grave. Pour l'instant, ils travaillent moins que moi, ils ont des meilleures notes, mais je vais y aller. Donc du coup, lycée, tac, je travaille, je cravache à fond, j'ai plus de vie. Clairement, ma vie, ça se résume à aller au lycée, rentrer, travailler, manger, dormir et rebelote comme ça pendant quasiment 6 mois. À chaque fois, j'avais les petites périodes de vacances. Même pendant les vacances, je bossais, j'allais à la bibli. Et donc, je finis mon lycée, je valide le bac avec mention bien, à 15,75, à 0,25 de la mention très bien. Donc déjà, j'étais content. Petit soulagement personnel, je me dis, ok, je suis passé en dernière année, j'étais en tête de classe à l'année de terminale. J'étais dans les 3 premiers pendant les 3 trimestres, donc j'étais trop content. Même, j'avais pris ma revanche un peu par rapport aux autres, parce que je me rappelle que j'étais dans toutes les classes d'aide. Tu sais, au début de l'année, il y a un truc où il dit qui va être en classe supplémentaire. Là. Et je me rappelle, j'avais eu les le maths, pronostic le français, horrible à vivre. Exactement. Et tout le monde s'était moqué de moi. Je me rappelle très bien, ils avaient rigolé. Et j'avais une haine ce jour-là. Mais vraiment, j'avais le démon. Et à la fin de l'année, tac, 3e, j'avais fini 2e, 3e. Donc j'étais trop content. Je valide le bac. Et là, à nouveau, Ah, ok, alors attends, je te laisse finir peut-être, vas-y. Et là, du coup, arrive la période d'après-lycée. Ok, donc, alors je vais suivre un peu. Donc, déjà, je trouve ça hyper intéressant parce que cette notion de travail, au final, que tu as aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle s'est cultivée au départ par un truc de dire, mais non, je vais pas accepter que, en fait, je fasse partie du bas du panier parce qu'aujourd'hui, on me considère comme. Exactement. Donc ça, déjà, je trouve ça intéressant. Donc ensuite, 15,75, bac ES, option maths. Exactement. Et ensuite, pour faire, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants, on pourrait y passer 8 heures, sauf que dans 8 heures, normalement, je suis dans un train depuis longtemps. Donc, mais donc, en gros, après, t'enchaînes. Donc, première étape, tu fais une prépa, donc prépa ENS, droit, économie, gestion. Exactement. Qui est assez compliqué, on va en parler, mais assez compliqué parce que je pense hyper intense. Après, t'enchaînes, tu fais une licence de droit privé. Après, tu fais un premier master qui est en droit des assurances, des affaires et des finances. Exactement. Avant de faire un deuxième master à GEM, donc entrepreneurial, managérial. Exactement, c'est ça. Et en parallèle, et c'est ça que je trouve intéressant, tu parlais de mixité au début, et je pense qu'il doit y avoir un lien quand même dans tout ça, c'est que tu étais aussi un peu investi dans des associations. Tu as été à Utopia 56, qui aide des personnes exilées, Secours populaire avec un peu de maraude. Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de tout ça, de toutes les études que tu as faites, et du fait que tu as un peu commencé l'associatif, qu'à un moment tu te dis, et pourquoi je ne lancerai pas mon association? Parce que l'étape, tu vois, il y a s'investir dans une association, mais l'étape, elle est importante, quoi. C'est vrai, c'est une excellente question. Ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que, en fait, moi, déjà, le milieu associatif, je suis rentré à travers mes parents. Parce que mes parents, de par leur vécu, etc., tu vois, ils ont toujours eu le cœur sur la main. Souvent, les gens qui vivent des choses comme ça, et on le voit dans l'asso, hein. Ceux qui ont vécu des galères, il y a tellement des gens qui te donnent derrière, c'est fou. Hein. C'est ça, exactement. C'est magnifique comme leçon. Tes parents, ils arrivent avec ce qu'ils ont vécu. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais les donner. Alors que la vie leur a pas donné, fou, hein. En tout cas, leur a donné des difficultés. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que même, tu vois, sur la partie migration, c'est encore un autre sujet, mais combien de personnes qui arrivent d'autres pays, qui sont pointées du doigt, mais qui donnent beaucoup plus que des personnes qui sont là peut-être depuis 3, 4, 5 générations, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est une terre d'accueil, mais bref, c'est encore autre chose. Et donc, voilà, moi je suis rentré dedans grâce à mes parents qui n'étaient pas directement engagés dans des assos, mais qui donnaient énormément. Tu vois, ils avaient vraiment le cœur sur la main dans le quartier, même de par leur métier. Des petites actions. Exactement, ils sont dans le social aussi, tu vois, les deux ils travaillent dans le social. Donc voilà, j'ai eu vraiment ce truc-là qui a été inculqué depuis que je suis petit. Et en fait, le passage il s'est fait. Parce que, comme tu l'as dit, j'étais impliqué du coup à Utopia 56, Secours populaire, mais sauf que dans ces structures-là, vu que c'est des très grosses structures, t'es souvent tributaire des décisions qui viennent d'en haut. C'est-à-dire que
tu vas arriver, en fait, tu vas vouloir faire un truc différemment et on va te dire, bah non, parce que ça a été pensé comme ça a été machin. Et Ou le temps il que faut toi, t'arrives attendre à... qu'on nous fasse un retour. Voilà, Qui exactement. n'arrive jamais. C'est ça, exactement. Et toi, le temps que tu as un retour, en fait, d'en haut, bah, t'es déjà passé à autre chose, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me dis, bah, en fait, maintenant que j'ai acquis mon expérience dans l'assaut, vu que j'avais cette velléité de pouvoir faire des choses aussi qui étaient nouvelles, je me suis dit, bah, vas-y, let's go, je vais créer ma propre assaut. Et c'est vrai que sur ce step, tu vois, c'est un vrai step dont tu parles. Et je pense que c'est dans la nature, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait plein de choses depuis que je suis petit. Ouais. J'avais lancé des sites à l'époque, j'avais ramené les huissiers à mes parents, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, parce que j'avais créé un site qui débitait bien, sauf que je payais pas la TVA, c'était pas déclaré. Et du coup, j'avais reçu un courrier en mode faut vous cessiez vos activités. Ouais, laisse tomber, j'ai fait des trucs de ouf à mes parents. Et que je regrette d'ailleurs. Mais voilà, c'était de mon apprentissage aussi, tu vois, des choses. Ouais, ouais. Et à partir de là, bah, voilà, je me suis dit, vas-y, je vais créer ma propre asso. Je vais pouvoir faire les choses par moi-même Ouais. et laisser libre cours à mes idées. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Équipage Solidaire. Ça y est, il y a 3 mois, c'était encore une idée et à l'heure où je vous parle, c'est fait. L'association a été créée, les actions ont lieu un peu partout en France et on voit les fruits de notre travail. Je sais même pas quoi vous dire, je suis juste heureux, genre on a réussi à mener ça jusqu'au bout. Ce que je ressens actuellement, je peux même pas le décrire en vidéo. Tu parles d'idées, est-ce que tu peux l'expliquer déjà pour donner un peu de contexte sur les gens qui connaissent pas forcément L'asso ? Ouais. Ok, bah ouais, Équipage Solidaire, en une phrase, hein, c'est né en octobre 2020. Au départ, c'était des maraudes pour les sans-abri. Et quand il y a la crise du Covid, en fait, on a recentré notre raison d'être vers les étudiants en situation de précarité. Pourquoi ? Parce que dans l'asso, on avait une moyenne d'âge qui était très jeune. Ah, mais oui, j'ai oublié un point essentiel, c'est que l'asso, elle part de ma chaîne YouTube. Quand j'arrive en prépa, je commence à faire des vidéos sur YouTube pour démystifier un peu le mythe associé à la prépa. De là, je crée une communauté et j'avais pour habitude de toujours commencer mes vidéos en disant l'équipage vient ou quoi. Donc, je crée l'association Équipage Solidaire qui vient vraiment de là, clairement de mon introduction. Et donc, à partir de là, la moyenne d'âge elle est extrêmement jeune dans l'asso parce que les gens qui me suivent, c'est des gens qui rentrent en prépa ou qui sont en prépa. Donc, on a la crise du Covid qu'on se prend en pleine face, voilà, les conséquences économiques, les conséquences sociales, l'isolement, tout ça. Et donc, on ressente la raison d'être vers les étudiants. Et à partir de là, bah voilà, tout s'enchaîne très vite. Je lance Delivered, qui est une plateforme de livraison de kits alimentaires pour les étudiants en situation de précarité, qui est la première du secteur en France. Aujourd'hui, il y en a d'autres, mais à l'époque, on était vraiment les premiers, on était pionniers sur ça. Comment ça se passe au début ? Parce qu'il y a lancé et il y a... Comment ça se passe ? Est-ce que ça démarre plutôt rapidement ? Parce que le concept était assez innovant, tu l'as dit, vous étiez les premiers. Est-ce que ça roule vite ou est-ce que quand même il y a une phase de personne vient, il n'y a pas trop d'étudiants qui sont bénévoles, comment ça se passe au début ? Alors c'est un peu particulier parce que vu que ça part de ma chaîne YouTube, quand on commence les maraudes en soi, c'est pas fulgurant, mais ça part bien. Mais t'as une petite communauté voilà, quand même. Exactement. Ça veut dire que sur les maraudes, on est 10, 15, 9, 8, tu vois, il y a du monde, on se retrouve, on est en petit comité, on fait nos maraudes et c'est cool. Et puis quand on lance Delivered, là, en fait, ça s'accélère et c'est une autre ampleur. Parce que Delivered, il y a ce truc-là, effectivement, de l'innovation. Et moi, je mets un point d'orgue à ce que tous les projets que je lance, vraiment, et j'en parle souvent avec Ridwan, on se dit c'est cette partie innovation. Parce qu'il n'y a aucune difficulté à vendre un produit qui est innovant et qui apporte quelque chose en plus. Les gens, c'est clair. Exactement. Et donc, quand on lance Delivered, bah, c'est innovant. Et de là, bah, tout de suite, ça fait parler, en fait. Sur les réseaux, ça parle. Donc, on a des premiers médias, on a les premiers partenaires, on a les gens qui veulent rejoindre. Donc, je pense que Delivered, il y a eu très peu de périodes de flottement. Je pense que à partir de la 2e semaine de lancement, déjà, on était sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y a eu le buzz qui est arrivé tout de suite. On a eu un post Twitter, il avait fait 300 000 vues en une soirée. C'est-à-dire des milliers de retweets, de faves, de partages, de machin. Des médias derrière. Ouais, exactement. Moi, je me réveille le matin, je suis comme un ouf. Je prends mon téléphone, je vois que des notifs, full up de notifs. Je vais sur mon Twitter, j'actualise. Je me dis, c'est un truc de fou, on reçoit plein de messages. Et de là, en fait, au début, on est genre 4-5 sur Delivered. Et je leur dis, les gars, là, c'est le moment. Faut structurer, il y a trop de trucs, ça arrive de partout. Vas-y, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Et du coup, bah, le projet, il a pris ouais, petit à petit jusqu'à l'ampleur où on en est aujourd'hui, quoi. T'as dit qu'il n'y avait pas eu de moment de flottement. Par contre, il y a eu un beau tsunami, je pense qu'on peut le dire à un moment. Ouais, exactement. Je vais en parler pour donner mon expérience à moi, du coup, et pas la tienne. Donc, 12 décembre 2021, vidéo de McFly et Carlito, un ATR Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbre droit, je pense qu'on peut dire comme ça. C'est un défi où, en gros, les gens doivent faire un arbre droit dans la rue. Donc, ils vont complètement dans la rue à Paris et ils tombent sur Isma, qui est l'un des fondateurs avec toi, qui fait le défi. Pour l'anecdote, il remporte une PS5, donc monsieur passe une bonne journée. Ouais. Parce que derrière, il en profite pour caler l'association, il en fait une petite pub, il y a en gros 20 secondes dans la vidéo, qui donne déjà, et je finis, tu vas voir où je vais, mais qui donne déjà un premier mouvement, je pense. Et ensuite, au final, le fait d'avoir vu l'association, d'avoir vu Isma, ça leur a créé quelque chose sûrement chez eux, qui fait qu'ensuite, le 15 janvier 2023, ça enchaîne avec une vidéo carrément dédiée à l'asso. Complète, ouais. Où là, carrément, on va voir les locaux, on voit un peu l'ambiance, l'atmosphère, les
les bénévoles et ils vont livrer avec les gens, donc des étudiants concrètement. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens. Ouais. Et en fait, moi, c'est marrant parce que la première vidéo, je la vois, j'étais à Montpellier pour essayer de rentrer. Ok. Ils ont dû être débordés complets, donc ils m'ont pas répondu. Tu sais, il y avait une histoire de formulaire, ça a été un peu galère à gérer. Et je revois cette vidéo, là, je me dis, c'est pas possible. Là, à ce moment-là, je suis à Toulouse, donc 2 ans plus tard, quasiment. Et là, on me répond très vite et 2-3 jours après, je suis là, tu vois. Incroyable. Donc, je sais pas, la suite est belle, quoi. Tu vois, ça prouve à quel point, moi, en tout cas, ça m'a touché. Et c'est ma question, du coup, déjà, comment se passe le tournage? Parce que ça doit être intéressant pour toi aussi de voir ça. Et ensuite, est-ce que vraiment, parce qu'on parle souvent d'influence, etc., est-ce que vraiment ça a créé un truc énorme ou est-ce que c'est un peu mon cas personnel et en fait, ça n'a pas été si significatif parce que c'était déjà très développé, quoi? Il y a plusieurs questions et c'est intéressant. Déjà, sur la partie de tournage. J'essaye dans les podcasts d'en faire plus d'une en général de questions. Là, c'est 2 questions en une direct. C'est vrai. Là, vous voulez me piéger. Non, en vrai, sur la partie tournage, nous, on a un peu d'appréhension au début parce que, en gros, c'est un monde qui est nouveau. En soi, même, moi, je suis sur YouTube, mais à une autre ampleur, tu vois. McFly Carito, ça fait partie du top 10 en vrai YouTube France. Et donc, on est un peu en mode, ça va être une dinguerie. Genre, il faut qu'on fasse les choses bien, on n'a pas le droit à l'erreur, tu vois, c'est aussi une chance. Parce qu'aujourd'hui, on est très proche d'eux. Là, d'ailleurs, je peux teaser, il y a un prochain gros événement qui arrive avec eux, bientôt, là, sur le premier trimestre 2025. Donc là, aujourd'hui, on est très proche d'eux, mais à l'époque, on les connaît pas, tu vois. À part ce petit truc qu'il y a eu, là, il y a eu le premier contact avec Isma, etc. Mais donc, du coup, on arrive sur le tournage, mais quand même serein, parce qu'on sait de quoi on parle. On sait que, tu vois, c'est notre assaut, on l'a monté et tout. Et eux, archi cool. En vrai, tu vois, il y a aussi ce truc de... Il y a le milieu de YouTube et il y a la vraie vie. Et vraiment, il y a très peu de décalage entre la manière dont ils sont sur YouTube et la vraie vie. Et c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a beaucoup de YouTubeurs ou autres personnes, des créateurs de contenu, tu les vois sur les réseaux, après tu les vois en vrai, c'est pas le même monde. Tu vois, 2 personnes, vont être 2 personnes différentes. Eux, pas du tout. Tu vois, ils te mettent à l'aise, tout de suite, ils sont dans le mood. Après, il y a les caméras, forcément, donc faut donner de sa personne, faut exagérer les machins et tout, mais ça, c'est normal, tu vois, ça fait partie du jeu. Tu vas pas être en caméra comme truc. C'est du divertissement, quelque part. Exactement, mais trop cool. Franchement, ils nous accueillent super bien. Enfin, c'est comme si c'est eux qui nous accueillaient, mais dans ce milieu YouTube. Et, qui vous accueillent, vous, les nouveaux, entre guillemets, voilà, qui essayent de grandir. C'est ça. Et ils étaient trop sympas. En vrai, ça s'est super bien passé. Ils étaient vraiment sensibles à la cause. Ils ont pris le temps de nous écouter, de nous donner la parole. Ils ont consacré une vidéo entière, tu vois. Et très peu de youtubeurs aujourd'hui, si ce n'est, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais vraiment incroyable. Donc le tournage, il s'est super bien passé. Vraiment encore big up à eux. C'était trop lourd. Et ensuite, il y a, comme tu dis, le tsunami. Et le tsunami, en vrai, je pense qu'on n'était pas prêt. Pour la simple et bonne raison que nous, on pensait vraiment être déjà structuré au max. Et en fait, on arrive, et quand la vidéo, elle sort, ça fait plusieurs centaines de milliers de vues déjà dans les premières 24 heures. La vidéo, elle dépasse le million. On reçoit des messages de partout, sur les réseaux. En fait, les messages, ils défilent. C'est-à-dire que la boîte mail, elle est remplie. La boîte des réseaux, elle est remplie. Tu as des demandes qui arrivent en continu. Ma boîte mail à moi, elle est remplie. Mes messages privés en DM sur Insta, ils sont remplis. Tu as du monde de partout. Parce que quand tu as 1 million de personnes qui voient ça, ça te dépasse. Ça dépasse, en fait. Et donc là, on est en mode, OK, comment on fait? Vite, faut traiter les demandes, faut traiter ça, il y a des demandes de partenaires. On reçoit plein de trucs parce que la communauté de McFly Carito aussi, il faut savoir, c'est pas la communauté de Michou ou Nextag. Tu vois, c'est des personnes qui sont plus âgées. Il y a des décideurs, tu vois, dedans. Des mecs qui sont déjà en place dans des boîtes, etc., qui regardent parce que c'est aussi des pères de famille. Donc il y a ce double aspect. En plus, c'est vrai qu'il y a le côté père de famille où, c'est vrai, moi j'ai un enfant qui, Dieu merci, vit pas ça. Exactement. Mais ça fait écho pour eux parfois. Exactement, c'est ça. Et donc on lance une cagnotte. La cagnotte, elle dépasse rapidement les 50 000 euros. Franchement, c'est une folie. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément bien structuré. Et c'est pour ça que ça nous a apporté un gros gap. En vrai, cette vidéo-là, c'est vraiment un gros gap. Parce que, encore une fois, ça nous a permis de voir aussi quelles étaient nos faiblesses, les choses à améliorer. Donc, c'est là qu'on structure, on continue RH, etc. Et là, de là, ça s'enchaîne. Globalement, pour qu'on se rende compte, tu sais à peu près, par exemple, un nouveau bénévole, à peu près, ce que ça a pu entraîner très large, tu vois. Très large, je pense qu'on est à plus de 1000 bénévoles. Hein. Ah ouais, suite à la vidéo. C'est-à-dire pas les messages qu'on a reçus, mais effectifs qui se sont inscrits, qui sont venus sur le terrain, plus de 1000. C'est énorme. Surtout sur les semaines qui vont suivre. Après, tu pouvais pas être prêt. Non, on pouvait pas. Impossible. Et 1000, c'est une entreprise. Même 1000 personnes. Après, c'est réparti sur toute la France. Hein. Oui, mais vraiment toutes les villes, mais c'est. Mais une entreprise française qui a 1000 salariés. D'un coup, c'est de la folie. Déjà, ça n'existe pas d'un coup, mais c'est déjà. Ah non, c'est de la folie. Et le plus dur là-dedans, c'est que les gens, ils arrivent et en fait, il faut les fidéliser. Et ça veut dire qu'il faut créer cette dynamique où en fait nous, surtout à l'époque, on a encore tous notre travail. Ouais, voilà, exactement. C'est le buzz qui arrive et
De là, il faut être présent pour eux, il faut les intégrer au machin. Mais sauf que nous, on travaille à côté. Tu vois, on a des études, on a un taf, on a un machin. Donc, on fait ça après les cours. Et donc, c'est une période de rush extrême où c'est fatigant, en fait. C'est trop fatigant. Et c'est là qu'en vrai, il y a toujours une marge de progression, mais qu'au final, on est quand même satisfait parce qu'on a tellement donné durant cette période qu'on a réussi à fidéliser une partie des personnes qui nous ont rejoints et qui sont toujours aujourd'hui, preuve en est, juste ici, qui sont toujours dans la SEO. Ouais, c'est vrai. Et c'est incroyable. Donc, non, franchement, encore merci à eux, c'est fort. T'en parlais sur la vidéo de McFly et Carlito, je pense que ce qui a beaucoup touché les gens aussi, c'est le fait de voir les livraisons. Alors évidemment, là, c'était amplifié encore plus parce que quand tu te fais livrer un kit et qu'en plus t'as McFly et Carlito, si tu les aimes un peu, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ouais. Mais moi, à mon échelle, et je parle de mon cas, j'ai 1 milliard d'histoires que je pourrais raconter qui prouvent que je suis pas McFly et Carlito et toi, t'en as 1 milliard des histoires aussi, je pense, mais est-ce que quand même t'en as une là qui te vient en tête, d'histoire de livraison d'étudiants où tu te dis waouh, ok, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Ouais, j'en ai une que je raconte à chaque fois parce que c'est la plus marquante. Un jour, on est en tournée de livraison avec Adam et on lit souvent à deux. Qui est ton meilleur ami dans la Ouais, mon meilleur ami d'enfance, exactement. Et donc, on est en tournée et il y a Sarah qui m'appelle et qui me dit j'ai une étudiante qui s'est inscrite là, qui nous a appelé, etc., qui est un peu en galère, j'ai senti, tu vois, dans ce qu'elle m'a raconté. Est-ce que ça te dérange de la rajouter sur ton trajet? Du coup, je lui dis, bah non, en vrai, pas de souci, tu vois, je vais faire un détour, je passe récupérer un kit au local. Donc, on finit la tournée, on passe récupérer un kit en plus et on se dirige vers cette étudiante. Et en fait, on arrive en bas, moi je l'appelle, je lui dis, on arrive dans 5 minutes, etc. Et quand on arrive, elle est déjà en bas, devant le palier de sa porte et elle est en pleurs. En gros, on arrive et elle est en pleurs et elle nous dit, franchement, j'y croyais pas. Merci beaucoup de m'apporter ce colis parce que cette semaine, potentiellement, j'allais pas manger. Et en vrai, on la regarde et moi, je lui dis, écoute, ça va, tac, je lui fais un câlin, etc. Je lui passe le kit, je lui dis, ça va aller. Et je lui dis, mais explique-nous, tu vois, qu'est-ce qui se passe, ta situation, tu vois, mais si on peut t'aider, etc. Parce que souvent aussi, l'écoute, ça fait du bien. Mais là, au-delà de l'écoute, c'est clair. Elle commence à nous raconter cette histoire et nous dit, en gros, je suis en licence, je suis en 3e année. Et en fait, cette année, j'ai une maladie. Donc, elle est venue étudier du Maroc, elle est venue en France. Elle avait une maladie, en gros, au cœur. Du coup, elle a subi une opération qui fait qu'elle n'a pas pu passer ses partiels. Ouais. Et en fait, elle a demandé à passer en AJAC. Donc, tu sais, valider et pouvoir faire ses partiels après. Et ils lui ont refusé. Et du coup, vu que c'était sa 3e année, coupure de bourse. Donc, du coup, elle se retrouvait sans rien du jour au lendemain. Plus de bourse. Elle refait sa truc de licence, mais plus de rentrée d'argent. Ses parents, c'était compliqué, ils pouvaient pas l'aider. Et elle était en mode, je sais pas comment faire. Genre là, je suis dans une impasse. Faut vite que je trouve un travail. Parce que là, faut que je paye mon loyer. Faut que je mange. Faut que machin. J'ai rien. Genre, rien. Et t'as vu dans ces parcours de vie, des fois où tu te retrouves, t'es étudiant, tranquille, tu payes ton loyer, t'as ta bourse et tout. Et du jour au lendemain, opération au cœur, t'as pas choisi, t'as rien demandé. Opération au cœur parce que peut-être tu vas y laisser la vie. Et tu passes pas. Et c'est une folie de se retrouver du lendemain, du jour au lendemain, tu vois, du tout au tout. Et c'est là que, tu vois, donc on parle avec elle, etc. Elle remonte. Et on se regarde avec Adam, on se dit, c'est une folie. Là, ce qu'on fait là, c'est apporter une aide concrète aux gens, tu vois. C'est vraiment, on aide les gens à manger. Et en vrai, ce témoignage, il nous a fait grave plaisir. Du coup, on l'a relivré après plusieurs fois, le temps que sa situation elle s'améliore et tout. Okay. Et on a l'impression d'avoir réellement un impact sur les gens. Et tu vois, avoir un projet qui a du sens, je pense que c'est la chose la plus importante et c'est incroyable. Vraiment, cette histoire-là, elle m'a tellement marqué. Même, voilà, aujourd'hui, je la raconte à chaque fois parce que c'était très fort. Ouais. Puis ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, souvent, on voit les stats, parce qu'on va en parler après, mais il y a eu énormément d'étudiants livrés et tu te dis, ça, c'est juste une histoire. Parmi les grandes stats, combien on a livré d'étudiants, c'est juste une histoire. Donc, l'impact, tu te dis, ça, c'est une personne, mais en fait, on en livre toutes les semaines partout en France. Et ça, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, en termes de stats, tu sais, pareil, une tranche, mais parce que ça va bien s'enchaîner avec ma question d'après, en termes de nombre de bénévoles et nombre de villes, tu sais à peu près combien on est? Alors, nombre de villes, du coup, il y a 14 villes aujourd'hui. Alors, il y a eu l'ouverture de Saint-Étienne et Lille. Donc, je crois que maintenant, on est à 16, mais il y a Nice qui a fermé. Donc, je crois qu'on est 15. Là, maintenant, il y a 15 villes en France. Et en termes de bénévoles, alors, si on compte tout, livreurs et bénévoles, on est à 2500 à peu près. Et si on compte uniquement les bénévoles qui concourent au bon fonctionnement de la structure, c'est-à-dire sur les fonctions support, communication, machin et tout, on est 500 à peu près. Ok. Donc toi, on le disait, donc tu étais en études quand tu lances ce truc. Au final, tu l'as dit, ça a évolué très vite. Il y a très vite eu un engouement derrière McFly et Carlito, etc. T'es dépassé. Enfin, en tout cas, normal que tu sois dépassé d'ailleurs. Quand d'un coup, tu as autant de personnes, toi, malgré tout, ton but, ça reste d'avoir ton diplôme. En plus, tes parents, ils tiennent beaucoup. Comment tu fais pour d'un coup te retrouver à gérer des gens, avoir une responsabilité, parfois même récolter de l'argent par des entreprises et du coup avoir
Parce qu'on le sait, dans l'associatif, il y a un peu une connotation des fois, ouais, qu'est-ce qu'ils les assos, on sait pas ce qu'ils font. Alors que toi, ça restait un projet du cœur, donc ça t'est un peu tombé dessus quelque part, tout ça. Comment tu fais d'un coup pour dire, ok, mais attends, mais j'ai mes études, il y a des bénévoles, il y a plein de villes qui sont en train d'ouvrir, il y a des budgets à gérer. Comment tu gères cette responsabilité-là? Parce que c'est quand même une responsabilité. Ouais. C'est. Si tu la gères, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, émotionnellement, physiquement, c'est compliqué. En vrai, je me rends compte après coup que. Je vais dire une phrase en vrai qui peut paraître. Qui peut être interprétée de plusieurs manières, mais j'ai pas eu de jeunesse. Dans le sens où, en vrai, j'ai consacré toutes ces années-là, tu vois, de mes 18 à mes 24 ans, et je les ai consacrés au travail. Ça veut dire que. Et ça, tu le vis. Mais je le vis bien. Okay. Moi, honnêtement, j'ai zéro regret. Ouais. Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Voilà, exactement. J'avais la vision, et moi, je sais que mon travail, mon plaisir, je le trouve dans le travail. Donc, les soirées, les trucs comme ça, etc. En vrai, c'est juste que ça m'attire pas spécialement, tu vois, j'y trouve pas du plaisir. Et encore une fois, chacun trouve du plaisir dans des choses différentes. Le tout, c'est d'être heureux et de trouver un équilibre. Donc, on n'est pas tous faits pour monter des boîtes, pour monter des assos, des trucs, etc. On n'est pas tous faits pour sortir en soirée et tout. Chacun a son équilibre, et moi, je sais que le mien, il était là-dedans. Mais ça restait très dur à gérer. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, en fait, c'est énormément de pression. Et en fait, t'es seul. Parce qu'il y a les attentes de tes parents qui veulent un diplôme à la maison, parce que pour la sécurité, quand tu fais des enfants, en fait, tu as besoin d'être serein, tu vois, sur leur avenir. Tu peux pas faire des enfants et les laisser livrer à eux-mêmes. Donc, il y a déjà cette pression qui émane de mes parents, mais qui est une pression légitime, en vrai, de me dire, bah, il faut que tu fasses tes études, il faut que tu ramènes un diplôme. Il y a cette pression de la part des partenaires avec qui on travaille, parce qu'il y a des fonds qui sont investis. Exactement, c'est ça. Il y a cette pression aussi de la part du fisc, parce que moi, j'ai des comptes à rendre. C'est moi qui réponds personnellement en mon nom de ce qui se passe dans l'association. Il y a la pression aussi personnelle de la gestion humaine, tu vois, les conflits qu'il peut y avoir, les machins, comment répartir les rôles et tout. C'est moi qu'on vient voir à chaque fois, et sachant que je suis extrêmement accessible. Quand je dis extrêmement accessible, c'est que tout le monde a mon numéro. Ça veut dire que, surtout au départ, aujourd'hui moins, c'est beaucoup plus structuré, mais au départ, je recevais des appels tout le temps. Ah, tac, il y a un machin, il y a un problème dans une ville, on m'appelle. Je leur dis, mais les gars, je sais pas. Moi, je veux dire, je suis à Paris, je suis en cours, je peux pas gérer ça, tu vois. Mais je reçois tout le temps des appels, j'ai tout le temps des réunions, c'est-à-dire que je finis le travail, je finis les cours, je finis les trucs, je pars directement à l'assaut, je finis à 1h du matin, je rentre, je dors, je reprends le lendemain à 8h, je suis explosé. Et je fais ça pendant quasiment 2 ans, tu vois. Et c'est un travail de l'ombre qu'on voit pas forcément. En l'occurrence, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le montrer sur les réseaux, c'est un choix. Et c'est ça qui a fait aussi que, tu vois, j'ai gagné en légitimité parce que les gens ont vu. Mais je me dis, t'as des mecs qui font ça, qui sont même pas médiatisés. C'est une folie. Et vraiment, ce travail de l'ombre, je pense, c'est le plus compliqué parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, en vrai. T'es juste là, tout seul au local. Quand je dis tout seul, c'est vraiment tout seul. Ça veut dire que j'allais au local, j'ouvrais, je me posais, je travaillais, il y avait personne. Donc j'étais face à moi-même, face à mes doutes, mes peurs. Personne pour me rassurer. Je vais pas en parler à mes parents parce que mes parents, ils ont toujours été très distants avec ça. Encore à l'heure d'aujourd'hui. Hier, on a eu le gala, tu vois. Ils sont pas venus, tu vois. Mais je les ai même pas invités parce que je savais que ça allait me dire, bah, en vrai, fais tes trucs, tu vois. Nous, mes parents, ils sont dans leur coin, tranquilles. Ils veulent juste que mon avenir, il soit assuré. Et après, tu vois, ils sont assez distants. Ils sont même plutôt froids avec tout ça, tu vois. Ils m'ont toujours soutenu. C'est drôle parce qu'ils sont dans le social. Donc, en fait, finalement, si toi, tu fais ça, ça vient de... Ouais, mais c'est pas pareil. De le voir, en fait, ils ont peur que je puisse pas tout gérer. Tu vois, ce qui est normal, parce que c'est des grosses responsabilités. Bienveillante de ton avenir. En fait. Voilà, exactement. Eux, ils étaient vraiment en mode YouTube, tout ça, vas-y, arrête. Concentre-toi sur les choses essentielles. Trouve un travail, fais une carrière dans une grande... Voilà, exactement, un vrai métier dans une grosse entreprise. Et en fait, ils n'ont pas grandi dans le même univers que nous. C'est-à-dire avec Internet, le fait que tout est possible. Tac, là, on enregistre un podcast, machin. Rien que ça peut être une entreprise, tu vois. Mais eux, ils le voient pas forcément comme ça. Et donc, voilà, donc j'ai cette pression de mes parents, des partenaires, du fisc, de tout ce que tu veux. À l'époque, en plus, j'avais une copine. Je me sépare d'elle parce que c'est compliqué. Je suis là jusqu'à 1h du matin, j'ai pas de temps à donner, tu vois. Donc ouais, émotionnellement, c'est dur à gérer et faut être solide en vrai. Genre, je pense que j'ai beaucoup encaissé durant cette période, mais en même temps, j'ai trouvé beaucoup de sens et j'étais très stimulé, tu vois, d'avoir 3 vies en même temps parce que j'avais la vie d'étudiant, la vie de travailleur, la vie de président d'association, puis à côté, je suis sur les réseaux, donc je suis créateur de contenu, je prends du plaisir à partager. Donc le plaisir, entre guillemets, tu l'as jamais perdu quand tu étais dépassé par tout ça? Non, et je m'y rattachais, au contraire. Genre, même s'il y avait des périodes qui étaient difficiles, en vrai, je me rattachais à ce plaisir-là et je me disais, en vrai, c'est là ce qu'on est en train de faire tous, parce qu'il y a ma part du travail, mais la part du travail de tout le monde. Quand je dis je suis tout seul, c'est je suis tout seul pour la vision. Mais sur le terrain, on est plein. Et Dieu merci, c'est ça qui m'a sauvé en quelque sorte. C'est qu'à chaque fois que je vais au local, je prends une dose d'énergie. C'est comme une piqûre, tu vois. T'arrives, t'as tout le monde, ça parle, ça crie, tac, un kit, machin, ok, ça part. T'es comme un ouf, tu vois. Donc j'ai vraiment ce truc-là où je suis très stimulé par ce qui se passe dans l'assaut. Et en même temps, je suis très seul.
parce que les décisions, c'est à moi de les prendre, et que on arrive à une période aussi charnière où Ismaël et Adam, ils prennent aussi 2 directions opposées, où ils vont se concentrer aussi sur leurs projets, etc. Ouais. Donc je suis vraiment tout seul en vrai. Ouais, c'est du bénévolat, c'est ça le truc. Exactement, c'est du bénévolat. Pérenniser du bénévolat, T'as mis c'est compliqué. C'est ça, exactement. Faut avoir cette force en vrai de se dire là je travaille gratuitement, je donne et c'est juste pour aider. Mais moi je l'ai fait pour ça en vrai. Donc je l'ai même pas perçu comme ça. Aujourd'hui les gens ils me disent mais comment tu donnes autant pour pas récupérer 1 euro sur ça? Ils sont comme des oufs, ils me disent mais c'est pas possible. Tu travailles matin, midi, soir, machin, tu gagnes pas 1 seul euro. Je leur ai dit ouais parce que je l'ai pas fait pour ça les gars. Je l'ai fait pour aider de base. Et puis au départ, ça pouvait être qu'un projet à Montreuil qui aurait pas dépassé Montreuil. Exactement, c'est ça. Là, on parle de ça et t'as dit que t'avais fait des sacrifices et des choix et que la responsabilité, au final, vu la mission, t'arrivais à la gérer. Mais même moi, d'extérieur, en t'ayant vu évoluer, parce que mine de rien, en 2 ans, il s'en est passé des choses, même pour toi. Hein. Et à te suivre du coup sur les réseaux derrière, parce que pour anecdote, quand je suis arrivé moi à Toulouse, le lendemain, t'es arrivé à Toulouse. Ah ouais? Ouais, c'était le même timing. Tu sais, tu faisais un tour des villes. Ouais, ok. Cette fameuse fois là. C'était en janvier du coup. Et puis, en t'ayant vu évoluer, moi d'extérieur, tu vois, un peu en mode regard bienveillant, je me suis dit, l'asso, elle est en train d'exploser. Il est en train de lancer des projets. Il a créé une agence de com. Il a créé un programme étudiant qui s'appelle Blitz. Il a une marque d'habits, Mood. Voilà, on en fait la pub en même temps sur ton t-shirt. Il fait plein de choses et en même temps, ses réseaux sociaux augmentent aussi. C'est-à-dire que l'asso se développe, mais il crée du contenu. Donc aujourd'hui, il est sollicité. Il est sollicité par des entreprises, par d'autres assos, par des médias. Il intervient sur des plateaux et en même temps, ses réseaux sociaux, à lui-même, il se développe. Il commence à faire des conférences. Il commence à prendre des abonnés. Il a plus de 200 000 cumulés. Insta, TikTok, etc. Je me suis dit, mais franchement, moi-même, je serais capable de pas perdre les pédales dans une sursollicitation et une sursollicitation des gens lambda comme ça qui peuvent avoir une forme d'admiration un peu pour ce que tu fais et de toutes les parties prenantes de l'association, quoi. T'as pas eu un moment quand même où tu t'es dit là, il faut que je trouve respire, mec, parce que tu vois. Bah dis-toi que je l'ai eu il y a 1 semaine. Pour la première fois, en 4 ans d'entrepreneuriat, pur et dur, c'est la première fois là, j'en parle avec Ridouane et Safia vraiment, il y a 1 semaine, je lui ai dit là faut que je ralentisse fort, parce que je le sens que là je peux plus, là je voulais passer le gala hier soir, là je vais prendre 2 semaines de vacances, je déconnecte. Ce que t'as jamais fait. Ce que j'ai jamais fait. Ça fait 4 ans que, alors j'ai pris des moments, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait une 15aine de pays, on a lancé Mood en Corée avec Ridouane, on est passé travailler là-bas. Il y a eu des pays pour le taf aussi. Voilà, mais la plupart du temps c'était lié au taf. C'est-à-dire que quand je vais à Los Angeles c'est pour le taf, quand je vais en Corée c'est pour le taf, quand je vais au Kenya c'est pour une mission humanitaire, mais je travaille avec une ONG donc c'est pour le taf. Donc j'ai jamais de moment de déconnexion. En fait ça fait 4 ans et même là je te dis que je vais prendre 2 semaines de vacances, je sais que je vais pas déconnecter, tu vois, parce que c'est pas possible. En vrai t'arrives à un stade l'expérience, je te le dis moi, mais moi qui sais pas autant que toi, mais en général justement ça te permet de prendre énormément de recul et quand le taf c'est ton kiff. Ouais. Quand tu commences justement à avoir 5-6 jours de là tu te dis mais ça te recharge des batteries donc, mais bon ça fait du bien ça va te montrer, je pense que ça fait du bien fort, même pour tes projets fort. En fait de ouf, pour pouvoir mieux réfléchir aussi. Mais c'est fou que ça ait été si long avant d'arriver ce moment là. Ça m'étonne par contre, tu vois, je pensais qu'il était arrivé avant. Ah non vraiment, et je te le dis vraiment pour la première fois il y a 1 semaine. Pourquoi? Parce que avant ça en fait je suis tellement tout le temps dans le rush que j'y pense pas spécialement. Et là, en fait, ça a tellement tiré. Parce que tu vois, en fait, là, je pense que c'est un concours de circonstances. Il y a eu le fait qu'il y a eu le lancement de Rest, la boutique dans laquelle on est, qui est arrivée. Une marque d'habits gratuite pour des étudiants. Exactement. C'est une chaîne de boutiques de vêtements gratuites pour les étudiants en situation de précarité. Il y a eu le gala. C'était un truc de ouf à organiser. Tu vois, c'est Station F. Qui en gros est un gros événement annuel pour vous le dire aussi. Effectivement, pour les gens qui. C'est un événement qu'on organise chaque année avec l'asso. Et là, cette année, c'était à Station F, donc lieu emblématique. Et donc, en termes de sécu, en termes de prestat, buffet, machin, enfin bref, c'était un travail de ouf. Et il y a ça, en même temps, il y a les médias, parce que récemment, j'ai fait plusieurs plateaux télé et tout. Et en fait, là, vraiment, j'arrivais à un point où j'avais tellement de stress accumulé que ça y est, il fallait que ça s'arrête. Et là, hier soir, quand ça s'est fini, j'ai tellement soufflé. Là, tu vois, on est le lendemain, je suis tranquille, je suis en mode posé. Là, je sais que j'ai mes vacances qui arrivent, tranquille, donc je me sens bien. Mais effectivement, c'est beaucoup de stimulation. Donc, tu le vois pas forcément, tu vois, tu es sursollicité, mais tu essaies de gérer comme tu peux. Puis, un autre événement qui arrive, puis un machin. Et voilà, il faut faire attention en vrai à trouver. J'ai toujours eu, tu vois, je suis quand même proche de ma famille, j'ai la chance d'être très bien entouré. Et à chaque fois, Ridouane, je peux lui parler de tout. On est là, on partage des trucs à 2. Donc, dès qu'il y a un truc qui est un peu compliqué, bam, on se pose, on prend le temps de discuter, c'est carré. Là, tu vois, même si j'ai besoin, je sais que je suis bien entouré en vrai. Il y a Safia aussi avec qui je peux parler. Donc, je dirais que vraiment, mes piliers, ça va être, c'est ma famille, Ridouane et Safia en vrai. En fait, moi, je pense aussi,
c'est une interprétation, tu me le dis, mais j'y pense en même temps. Je pense que déjà, le fait que tu sois en équipe, ça a fait que tu as pu repousser un peu l'échéance. Parce qu'au final, tu vois, tu as dit, je fais pas de soirée. Mais hier soir, c'était dans un cadre. Oui, c'est une soirée un peu. Donc en fait, c'est pas comme si genre tu voulais être le meilleur comptable de France et t'es en mode full bureau chez toi. C'est pas pareil déjà. Après, je pense du coup que tu as tissé des liens forts aussi dans l'association, ce qui a dû bien te stabiliser. Et je pense aussi, et tu me dis si j'ai raison, mais tu l'as dit au début avec ce que tes parents ont vécu notamment, tu vois, avant que tu arrives finalement. Je pense, toi, en fait, quand tu as plein de galères, en gros, tu as une montagne devant toi, tu es équipé, tu as tes bâtons de ski, tu montes. Et peut-être que enfant, tu te disais, ah, mais je peux pas vraiment me plaindre parce que regarde mes parents en perspective, eux, ils ont monté une montagne énorme, ils n'avaient pas d'équipement, ils étaient en t-shirt, sans bâton. Exactement. Et je pense que du coup, tu étais en mode, en vrai, oui, c'est dur, mais c'est pas grand chose. Exactement. Et je pense que du coup, tu as une perspective comme ça, du recul un peu sur les trucs où naturellement, tu as avancé parce que tu disais, mais j'ai pas fui mon pays. Enfin, exactement. Et surtout, j'ai ce truc, comme tu dis, où je me dis, il y a pire, il y a plus difficile dans la vie. Moi, j'ai une posture où j'arrive, mes parents s'est servi sur un plateau d'argent. Ils se sont sacrifiés pour nous. Donc moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Moi, je ferme ma bouche pour rester poli, j'y vais et il n'y a pas de ralentir. Tout droit, je m'arrête pas. Parce que s'ils ont fait tous ces sacrifices pour nous, c'est pas pour qu'on arrive ici et qu'on fasse rien, tu vois. Genre, c'est bête, tu vois, parce qu'on parle de sacrifice, moi j'en ai fait. Mais comparé à ce que eux ils ont fait, comme tu dis, c'est ridicule. Donc effectivement, j'ai ce truc-là où souvent je le rattache à ma famille. Quand on me dit, mais pourquoi, mes machins et tout, ma famille. Moi, j'ai tellement de... mes parents, ils sont ensemble, tu vois, depuis tout ce temps. Il y a pas eu de... Je sais qu'il y a beaucoup de familles monoparentales et tout, c'est compliqué. Moi, ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Et on en parlait, encore une fois, il n'y a pas longtemps avec Ridwan. Deux discussions différentes, mais une avec Safi, une avec Ridwan, où vraiment on parlait de la famille. On devrait faire des podcasts, Ridwan. Il a les mêmes questions quoi. En vrai, c'est des questions qui se posent vraiment, c'est comme si c'était dans le truc. Mais c'est vrai que la famille, c'est super important. Et on a eu tendance aussi à un peu négliger ça. Dans le sens où tu vois, quand tu finis à 1h du matin, que tu dors au local, tu enchaînes le matin, combien de fois ça m'arrive pendant 3-4 jours d'affilée de pas voir mes parents? Parce que je vais dormir dehors, je machin, jusqu'à, tu vois, des fois c'est compliqué. Mon père, il me dit, bah en vrai, rentre pas. C'est pour rentrer à 2h, reste dehors, tu vois. C'est pas un hôtel, la maison. Et il a raison, tu vois. Donc tu dors chez eux, c'est ça? Ouais, je suis toujours chez mes parents. Et du coup, il y a ce truc-là où en fait, on se cache derrière cette excuse de, ouais, mais je le fais pour eux. Mais sauf que eux, ils attendent pas ça de nous. Tu vois, ils sont pas en mode vas-y, sors-nous de là. Mes parents, ils sont très bien. Ils ont leur petit quotidien, ils sont super heureux, etc. C'est pas moi qui vais venir et qui vais leur dire voilà, c'est bon, machin. Eux, ils veulent juste passer du temps avec moi, être tranquille. Ils veulent que moi, je sois bien. Ils veulent que ma soeur, elle soit bien. Ils demandent pas tout ça. Donc, le fait de me dire ah ouais, je suis en train de faire tout ça pour eux, pour machin et tout, non. Je pense pas que je recherche pas nécessairement. Je leur ai jamais posé la question de est-ce qu'ils étaient. Ouais, pas du tout. Okay. Parce que, en vrai, mes parents, ils sont très pudiques là-dessus. Vraiment. Et d'ailleurs, je les remercie pour ça, mais ils vont toujours voir le côté négatif. C'est-à-dire que moi, je vais leur montrer, les gars, papa, maman, regardez, on a fait ça, on a machin et tout. Ils vont nous dire, ouais, mais regarde, ça, c'est pas ouf. Ouais, mais regarde, ça, t'aurais pu le faire mieux. Ouais, mais regarde quand tu dis ça. Et c'est toujours dans ce côté-là. Et par exemple, en vrai, j'ai pas de souvenir, mais mes parents, ils m'ont jamais dit, on est fiers de toi. Ou individuellement, je suis fier de toi. Jamais. Jamais. Ils m'ont dit bravo, ils m'ont dit, ouais, c'est cool, ils m'ont dit truc, mais j'ai jamais eu ce truc-là. Et en même temps, je sais qu'ils le sont. Par la force des choses. Mais il l'exprime pas. Okay. Et encore une fois, il me pousse vraiment toujours à... après, c'est peut-être ce qui te tempère aussi. C'est ça. C'est sûr. Je le dis tout le temps, mais c'est mes parents, c'est mon repère, tu vois. Et c'est grâce à eux que, quand les gens ils me disent... Roméo, il y a pas longtemps, il me disait, c'est une dinguerie, en vrai, comme ce que tu me disais, t'as tout ça, machin et tout, mais t'es là, en fait. Genre, on dirait qu'il y a rien du tout. Et c'est grâce à mes parents, parce que mes parents, toujours, ils me descendent. Et en vrai, ça me permet de garder cet équilibre. Exactement, pour garder. Et c'est plus... Ma mère, elle me dit toujours, s'il te plaît, reste humble. Reste humble, t'es rien, t'es personne. C'est cool ce que tu fais, mais il y a plein de gens qui travaillent, etc. Il y a plein de gens qui ont fait cette phrase-là, quand les gens l'ont pas, c'est ce qui les fait dérailler aussi. Hein. Donc c'est sûr que d'un côté, c'est précieux. Mais c'est ça, exactement, parce qu'en vrai, c'est vrai, on est rien. Moi, tout seul, je suis rien, tu vois. Donc, à chaque fois, elle me dit ça, elle me dit la plus belle des qualités, c'est de rester humble, reste tranquille, sois les pieds sur terre, tu vois, parce que, encore une fois, ce que tu as fait, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ce qu'on va retenir, c'est ta personne. Donc, commence pas à te prendre pour je sais pas quoi. Voilà, tranquille. Et ça, c'est vraiment mon repère aussi, c'est de me dire, bah en vrai, on est tous pareils dans tous les cas, tu vois, il n'y a pas de personne qui a fait des trucs plus beaux ou plus machin, c'est un travail d'équipe, donc voilà. J'en parle parce que, de ce que je vais dire, j'ai fait une phrase à l'envers. Donc, tu as été énormément connecté sur les réseaux, c'est aussi ce qui a fait le succès de l'asso, c'est que ça existait quasiment pas des associations où tous les jours tu voyais des stories, des réels, les coulisses, etc. Je t'ai vu récemment quand même diminuer un peu. Parce qu'à un moment, c'était tous les jours. H24 tout le temps.
mais je te vois un peu diminuer. Est-ce que ça Moi, t'a- j'ai une question pour toi alors, Vas-y. sur ça. Comment la diminution, comment tu l'as remarqué et qu'est-ce que ça t'évoque et est-ce que c'est mieux ou moins bien? Moi, je trouve ça mieux. Ok. Moi, je trouve ça mieux parce qu'en fait, je trouve, tu sais, c'est comme si demain, un footballeur gagne la Ligue des Champions et qu'en fait, il en gagne une par semaine un peu dans sa manière de communiquer. T'es en mode, c'est génial, mais ça perd de symbole Ouais. parce que quand, tu vois, il y a des trucs que tu as réalisés qui sont des rêves, etc., tu vois, et je pense qu'il y a des moments où on pouvait sentir que c'était de la communication qui était liée à des faits, tu vois, mais il y avait tellement que ça en perdait de sens. Je te dis, c'est un peu la quantité qui faisait que ça perdait en qualité et en je vois. impact. Parce que Ok. peut-être même dans la répétition, tu vois, il y a des trucs symboliques, mais répéter tous les jours, Ouais. t'es en mode, Ouais, tu nous je l'as vois. dit il y a 12 heures, Ouais. c'est génial, mais tu nous l'as dit il y a 12 heures, Ouais. et ça pouvait un peu, je pense, t'enfermer dans la case de il n'y a pas de ralentir. Tu sais, des petites phrases comme ça. Ouais. Alors, et ça perdait presque l'humain Yovan individuel parce que c'était en mode Yovan, c'est il n'y a pas de ralentir, c'est ça, Ouais, c'est je j'ai vois. réalisé un rêve. Et on est en mode et l'humain derrière parce que il Ouais. nous enferme là-dedans, mais est-ce qu'il est pas matrixé dans une bulle, Ouais. tu vois? Ouais. Et du coup, je C'est trouve grave que du coup, intéressant. diminuer, même moi d'extérieur, je me dis, ok, là, il a peut-être plus de recul sur la situation parce qu'il Ouais. est pas en train de surcommuniquer en mode il faut mettre une vidéo là, Ouais, là c'est maintenant, tout de super suite, tout de suite. intéressant. Et donc, moi c'est un peu comme ça que Donc, en fait, moi, je préfère. Et puis, presque, je me dis, peut-être que du coup, il prend un peu plus de recul sur le truc Ouais, et humainement, individuellement, il avance mieux, tu vois. Ok, lourd. Donc, moi, j'étais presque content, même pour toi, de voir que t'as calmé un peu des fois Ok, sur les réseaux. trop tu bien. vois. Bah, c'est vrai que sur les réseaux, en fait, c'est exactement ce qu'on disait là avant de commencer l'enregistrement, c'est qu'en gros, t'as ce truc de, il faut toujours que tu postes, il faut toujours que tu sois dans l'actu, et puis c'est des formats qui sont courts, Ouais. et qui sont intenses, et tu vois, quand tu goûtes à faire, moi sur mon compte, effectivement, comme tu disais, tu vois, j'ai eu des millions de vues, des millions de likes, j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont pété, et quand tu goûtes à ça, au fait d'avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires et tout, Ouais. bah en fait, passer d'une vidéo qui fait 2 millions de vues à une vidéo qui en fait 100 000, mais 100 000 c'est déjà énorme, mais tu le vis mal. Et en gros, en fait, du coup, tu as ce truc de toujours vouloir faire des contenus qui puissent Qui aider. génèrent ce que voilà, t'as qui vécu, génèrent cette ouais. dopamine. Ouais. Donc, du Et coup, ouais. tu fais des contenus non plus réellement pour partager, en quelque sorte, mais pour dire, OK, il faut que je touche plus de personnes, il faut que mon contenu Ouais. il touche encore plus de mon truc, et tu perds un peu ce goût de partager. Et là, justement, je suis en plein dans la reconnexion avec ça aussi, dans ma manière de communiquer et de partager, de retrouver aussi du plaisir là-dedans, parce que je Ouais. prends beaucoup de plaisir au quotidien, mais sur les réseaux, j'en prenais de moins en moins, parce que justement, j'avais l'impression que c'était toujours, comme tu dis, la surenchère, où en vrai, je vis des trucs de ouf, Ouais. mais vu que c'est tout le temps, bah en fait c'est tout le temps, j'ai un voyage ici, c'est incroyable. Oui. Donc en fait, le mot que je dis toujours, c'est incroyable, c'est Mais incroyable, c'est c'est bien, incroyable. ça c'est bien par contre. Ouais. Parce que c'est ta personnalité hors réseau. Oui, D'accord, c'est ça. après voilà, c'est ça. Mais quand c'est trop, tout le temps, les gars, c'est incroyable, bien ça, les gars, c'est incroyable, bien ça, bah en fait, t'es en mode, bon, ok, tout est incroyable, Ouais. tu vois. Et puis peut-être que c'est à tes yeux, et je pense que, après moi ça m'a jamais dérangé, mais il y a des choses où les gens, pour qu'ils disent que c'est incroyable, Ouais, il faut qu'il y ait des trucs de fou. Ouais. Et toi, des fois, même sur des trucs que tu trouves génial, Ouais, mais ouais. qui à l'échelle d'un gars extérieur qui regarde une story qui est en mode bon, en gros, hier il était à Los Angeles, là il a récupéré 3 amis pour des étudiants, il est en mode Ouais. oh, regardez les gars, on a 3 amis, c'est ouais, incroyable. ouais, Et du coup, les gens ouais, étaient en ouais. mode Ouais, c'est ouais, génial, ouais, mais ouais, ouais. Il s'est marré dose le pour rien, incroyable. genre. Ouais, Mais je d'un l'ai côté, fait, c'est une qualité, je pense, parce que. Et je pense que tu peux pas amener les gens comme tu les amènes aujourd'hui si tu réagis pas comme ça quand t'as 3 pulls aussi. Donc c'est peut-être aussi ce qui a permis d'être là où t'en es et Ouais. où l'assaut en est, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense qu'il y a ça aussi, la surenchère de même les trucs moins énormes à son échelle à lui, il les trouve incroyables aussi, Ouais, tu vois. ouais, ouais, Mais ouais. c'est bien, je pense. Là, on parle de réseaux sociaux et c'est pour ça que je vais te lancer là-dessus parce que, en fait, on avait eu une discussion un jour à 1h du matin sur ça. Ah, c'est Mais possible. tu dois pas t'en rappeler parce qu'on t'en a pas mal Ouais, de discussions ouais, à 1h du matin. On s'était appelé et en fait, donc, je parle 2 secondes de moi, même si c'est un podcast sur toi, mais moi j'ai toujours aussi été dans le truc d'entreprendre des choses, collège, lycée. Je suis pas allé aussi loin que toi, mais j'ai eu des sites internet moi aussi. Ok, lourd. Mais je vendais rien, c'était pas comme toi. Je suis pas allé si. Tu vois ce que- Ouais. Mais t'as lancé les trucs au moins. Ouais, j'ai lancé des sites, des trucs lunaires, des analyses de paris sportifs. J'ai fait même un site où je crée des articles. Donc c'était axé sport parce qu'au départ j'étais passionné de sport Ok, et je recrutais des gens de la France pour Ok. écrire des articles, des étudiants en formation. ok. Et en contrepartie, je cherchais des journalistes qui leur faisaient des retours pro sur leurs articles. Ah, lourd. Bref, j'ai fait plein de trucs et ça dans mes études. Après, j'ai lancé un podcast en visio, voilà. Et puis Ok. après, j'ai continué au final en fil rouge, on va dire.
Et donc, j'ai toujours été un bosseur, tu vois. Ouais. J'ai toujours fait partie de la catégorie comme toi, où moi, ce qui me parle, c'est de me dire que je peux avoir un impact. Aussi, beaucoup de sens, très important le sens. Et l'assaut a encore plus amplifié ça. Donc, toujours été dans le fait de m'investir. Et après, je commençais à voir tes stories, très souvent. Je bosse, machin, j'écris mes trucs de droit à 1h, à 3h du mat. Et je commençais à me dire, attends, t'es un mec ambitieux, toi, ce qui est important pour toi, c'est vraiment d'avoir un impact. Est-ce que toi aussi, il faut pas que tu vas plus arrêter à 21h, tu vas arrêter peut-être à 1h du mat. Essaye, ou 3h. Ouais. Donc, je commençais à mettre des plannings où je me disais, ok, ben, en gros, tu commences à 9h, tu fais une pause entre midi et 2 vite fait, après tu reprends, tu fais jusqu'à 23h, tu fais une mini-pause, tu reprends, tu fais jusqu'à 1 à 2h. Ouais. Sauf que moi, je le voyais comme un truc quotidien. Je me disais, est-ce que... Donc, vraiment, j'ai fait ça tous les jours à un moment. Ah ouais, pour essayer. Putain. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, Yovan, s'il est capable de le faire, Ouais. pourquoi moi, je pourrais pas. C'est pour ça que c'est mauvais. On a eu cette discussion. Peut-être que ça te revient un peu, mais... Donc, je me disais, bah, je pense que Yovan fait ça tous les jours. Ouais, alors que pas du tout. Et du coup, petit à petit, je commençais à voir que je tenais pas le rythme. Ouais, Je commençais à voir que je m'endormais en bossant. Ouais. Je commençais à voir que j'arrivais plus à travailler, que j'avais le cerveau qui était brouillé, tu sais. Ouais. Et je perdais presque du plaisir, en fait, parce que ça devenait trop. C'était trop, j'avais besoin de me couper. Et j'étais en mode, non, mec, si tu veux réussir, là, tu la fermes. Et là, j'allais un peu à la salle de sport. Des fois, je dormais 2 heures. Je me disais, mais mec, mais Yovan, il va à la salle, là. Ouais, je vois. Ferme-la et tu vas à la salle de sport. Donc, j'allais à la salle. J'avais dormi 3 heures, j'allais à la salle et j'ai enchaîné le lendemain. Du coup, t'es un peu KO, t'es allé à la salle, t'as pas récupéré. Et tu 9h du matin. Et du coup, t'es ému, t'es un peu tendu, t'es machin. Et puis, du coup, tu t'attaques plus tard parce que t'es trop fatigué et en fait, tu t'en veux d'attaquer plus tard. Donc, je me suis senti un peu. Ça a eu un impact. Ton influence a été importante très positivement pour moi. Mais il y a eu ce micro-truc relié à ce que je voyais par tes contenus qui avait un impact plus de comparaison négative, même si je me compare pas. En vrai, je suis trop content pour toi et tout ça, tu vois. Mais je vois tout à fait. Et du coup, ma question, c'est. Tu l'as dit un peu spontanément, je pense, mais est-ce que Yovan, des fois, il a la flemme? Est-ce que Yovan, parfois, il est pas productif? Est-ce que Yovan, parfois, il regarde un peu Netflix pour couper? Est-ce que Yovan, parfois, il sort dehors sans se dire je vais taffer? Jamais. Non, je rigole. Peut-être, hein. Ça veut dire que t'es meilleur que moi et c'est ok, hein, je suis ok. Bien sûr que non. Le gros problème des réseaux, c'est ça, tu viens de mettre le doigt dessus. Et je trouve ça important d'en parler, tu vois, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se suivent, qui sont inspirés par toi, et qui se sentent un peu comme ça. À se dire, putain, moi je suis pas capable de tenir comme Yovan. Et ça, c'est trop important d'en parler. Ça, là, ce qu'on va dire là, c'est pour ça que je crois que c'est la phase la plus importante, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux, les gars, c'est faux. C'est faux dans le sens où ce qu'on peut partager, c'est réel. Moi, ce que je partage, ce que je prône, c'est la spontanéité. C'est-à-dire, quand je vais être au local à 3h du matin, je vais le filmer parce que c'est mon quotidien. Quand je vais être à la salle, je vais le filmer. Quand je vais faire ceci, je vais le filmer. Mais entre les réseaux et la vraie vie, il y a un monde, il y a un écart. C'est-à-dire que quand je ne filme pas, c'est que je dors. Et c'est juste que les gens, ils vont retenir uniquement la fois où je me suis couché à 3h du matin. Et si le lendemain, je mets pas de story à 3h du matin, et que je me suis couché à 22h, ils vont penser que il travaille encore jusqu'à 3h, mais il a juste pas filmé. Et en fait, non. Et c'est ça qui est négatif en fait sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment, et je te jure, d'être ça. Je veux que ce soit mon fil directeur de dire quand c'est dur, les gars, je le montre. Tu vois, pour vous dire que on est tous pareils. Il n'y a pas de surhomme, tu vois ce que je veux dire. Il y a des mecs qui bossent plus que les autres, ça c'est indéniable, tu vois. Clair. Et je pense que je travaille plus que la moyenne. Mais bien évidemment que j'ai des moments où je me repose, j'ai un équilibre de vie, j'ai une famille, j'ai des proches, j'ai des trucs en dehors du travail qui font que c'est ça qui me fait tenir, tu vois. Et encore une fois, vraiment les réseaux sur cette partie-là, c'est ultra négatif parce que ça pousse à la comparaison. Et derrière, c'est un impact forcément qui est négatif en fait sur ce qu'on fait. Et il faut vraiment pas s'en fier à ce qu'on voit sur les réseaux. Encore une fois, tout dépend. Tout dépend qui vous allez suivre. Mais en l'occurrence, je sais que moi, j'essaye vraiment, je mets un point d'orgue à être transparent sur ce que je fais, justement pour éviter ce truc-là. Les gars, on se couche tous les soirs à 3h du matin. Si vous le faites pas, c'est que truc. Là, c'est vraiment le truc américain. C'est quand tu veux, tu peux. Et si t'as pas fait, couche-toi, lève-toi avant les autres, machin. Voilà, exactement. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, tu vois. C'est vraiment chacun son équipe. C'est ce que je disais vraiment au tout début là, c'est chacun est stimulé par des choses différentes. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui vous rend heureux. Et moi, mon bonheur, je le trouve dans le travail, mais peut-être d'autres vont trouver leur bonheur ailleurs. Et le but, c'est pas de monter 30 entreprises, de ceci, de cela. Le but, c'est d'être heureux. Donc, si votre bonheur, il est ailleurs, moi, tous mes potes que j'ai autour de moi, il n'y en a aucun qui a monté une boîte. Ils sont tous en mode pisse et tout, mais ils sont super heureux. Parfois même, ils sont beaucoup plus heureux que moi. Parce que moi, j'ai une pression de ouf sur mes épaules, des trucs. Combien de fois, Marwan, je l'appelle, je lui dis, j'ai envie de tout arrêter, frérot. Je l'appelle, je lui dis, j'ai pas envie d'y aller. Il me dit, vas-y, tranquille, ça va le faire et tout. Je lui dis, non, là, j'ai envie d'avoir ta vie. Genre, tranquille, pas de responsabilité, pas de pression, t'es heureux, frère. Et il me dit, ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas le même impact, c'est pas le même truc. Toi, c'est pas ça qu'il te faut. Il me rebooste, il me dit, vas-y. Et en vrai, tu vois, je m'y remets, mais c'est deux vies qui sont totalement différentes et chacun est stimulé par des choses différentes.
Lui, il aime bien avoir sa petite routine, son petit quotidien, etc. Moi, j'aime bien être toujours en montagne russe, des médias, des trucs de Ouais. ouf, des pays. Tu te sens vivant. Voilà, exactement. Tu vois, mais moi, il m'a dit ça, je pourrais pas. Il me dit, une semaine, t'es à Los Angeles, le lendemain, t'es en Corée, ensuite tu truc. Il m'a dit, j'ai besoin d'avoir mon confort, tu vois, où je me lève le matin, j'ai ma routine et tout. Il y c'est a une pour ça phrase que- de Flo et Oli dans une chanson qui dit j'ai plein de potes qui ne rêvent pas de l'Olympia, mais d'un joli chez soi et d'un repas en famille. Et c'est un peu dans cette idée-là. Ouais, Ouais. c'est ça. Et moi, je trouve que c'est ça qui est aussi fort, c'est que quand je suis avec eux, en vrai, je me sens bien parce que je sais qu'ils n'ont pas les mêmes inspirations et donc ils sont heureux pour moi, je suis heureux pour eux. Et en fait, on est soudés de ouf, mais c'est juste, on a des chemins différents. Mais ça fait, Marwan, ça fait combien, Marwan, Adam, etc. Ça fait 15 ans, 20 ans que je les connais, c'est des amis d'enfance, on a grandi ensemble, on était tout petits, Ouais. je vais dire limite, on se douchait ensemble, tu vois, chez nos parents, enfin, comme si c'était mes frères, tu vois. Et c'est juste qu'on a pris des chemins différents, mais on est toujours aussi proches. Et on a des aspirations qui sont différentes. Mais in fine, ça n'empêche pas que voilà, on est tous heureux et que c'est cool. Et eux, leur but, c'est pas de monter plein de boîtes et tout. Donc, faut aussi décorréler en Ouais. fait ce truc-là de la réussite. Elle est pas liée forcément à voyager tout le temps, avoir de l'argent, avoir des boîtes, avoir des trucs, être médiatisé. C'est clair. C'est chacun trouve son bonheur dans des choses différentes, tu vois. Et tu l'as dit, ça t'a ouvert l'esprit dès le départ à Montreuil, quand tu étais dans les quartiers, etc. J'imagine que là, avec l'associatif, déjà, ça t'a fait rencontrer des gens tellement de milieux, même les partenaires, etc. Des gens qui ont même d'autres classes Ouais. sociales, même des très Ah belles oui, classes oui, sociales oui, selon ouais. les. Ouais, Ah oui, oui, oui. Mais, Les macarons dorés et tout. et tout à l'heure, tu en as parlé, et je pense que c'est important aussi d'en parler. Toi qui as beaucoup voyagé, et tu as notamment fait de l'humanitaire, notamment au Maroc, après les tremblements, je me souviens avoir vu ça. Ouais. Je me rappelle que tu étais aussi allé pendant un mois en Thaïlande avec un pote à toi, avec des traits, un truc local, Ouais, authentique, ouais, ouais, etc. ouais, ouais. Qu'est-ce que, si tu devais un peu résumer, qu'est-ce que ça a apporté au Yovan après voyage que le Yovan avant voyage n'avait peut-être pas visualisé, appris? C'est une bonne question. Bah en fait, pareil, je dirais que Merci. le fait... Il y a que des bonnes questions. Non, je dirais que ça m'a appris déjà à être satisfait de ce que j'ai, toujours. Dans le sens où, en fait, où on se rend pas compte aujourd'hui que tout ce qu'on a, le fait d'être ici, dans un pays qui déjà n'est pas en guerre, de pouvoir enregistrer ce podcast, etc. Ça, c'est un peu comme l'histoire du recul avec tes parents, tu sais, qui ont... Voilà, exactement. Et des fois, on le sait pas. Ouais, Parce que si voilà. t'as tes parents qui sont hyper sympas tout le temps, C'est ça. tu le sais pas, et quand t'as pas souffert, tu le sais pas, et quand t'as pas vu un truc Exactement. pire ailleurs, tu le sais pas, et... Exactement, voilà. Et t'en as pas conscience, même si avec les réseaux ça aide, mais Ouais. on n'a pas conscience juste du fait que être ici, enregistrer ce podcast dans un pays en paix, bah, c'est déjà une folie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Et je pense que ça m'a permis de beaucoup relativiser. Aussi beaucoup, tu vois, bah, par exemple, au Bangladesh, j'ai vu des trucs de ouf, des gens, ils avaient même pas d'eau. Pour aller prendre de l'eau, ils devaient aller, et l'eau, elle était comme s'ils buvaient dans des flaques d'eau, tu vois. Mais ils allaient pour ça à 5, 6, 7 kilomètres. Ouais. Tu vois ça, tu te dis, moi, j'ouvre mon robinet, Ouais. c'est de l'eau potable. Et donc déjà rien que sur ça, ça m'a tellement matrixé qu'aujourd'hui, quand je fais la vaisselle, quand machin, etc., je le dis, hein, je l'ai dit plusieurs fois en story, mais je suis ça pareil. m'a matrixé. Ouais. Genre, Tu te laves les mains, tu coupes ouais, l'eau, tu coupes, tac, ouais. les brosses à dents, tu coupes tout de suite, tac, tac, enfin, tu te dis, c'est une chance qu'on a. Tu vois, et en vrai, c'est vrai, je vois, ça m'a changé de ce point de vue-là. Ça m'a aussi beaucoup ouvert à d'autres cultures. En fait, je suis plus du tout dans le jugement. Avant, je pouvais l'être, tu vois, sur certains aspects, surtout vu que j'ai eu un choc des cultures et un choc de classe quand je suis arrivé à Paris. Tu vois, au départ, je pense que c'était un peu ma carapace aussi de dire, Ouais. oh, mais de toute façon, ils sont pas comme nous, eux, ceci, Ils eux, nous aiment cela. pas. Voilà, Ouais. exactement. Moi, je suis très bien dans mon milieu, c'est le meilleur. Alors qu'en fait, non, c'est juste des milieux qui sont différents et il y a des bonnes choses à tirer de tous les milieux. Et donc, je pense que ça m'a appris, ouais, du coup, à plus juger. Chaque personne a son histoire, ce qui fait qu'elle réagit de telle manière ou autre. Et aussi de m'ouvrir à plein de cultures différentes, voilà, à être ouvert, quoi, et à prendre un peu de partout et d'essayer de faire ma propre philosophie de vie, mais en prenant un peu le meilleur de ce qu'il y a partout. Ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que moi, j'ai voyagé notamment un peu en Afrique, tu vois. Ouais, Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que d'extérieur, on est moins heureux qu'eux, parce que ça, c'est un truc qui, je trouve, est marquant. C'est que j'ai l'impression Ouais. qu'ils sont tellement plus heureux que la vie un peu Ouais. européenne. ouais. Mais c'est des détails, mais tu parlais de l'eau. Moi, en Afrique, j'avais aussi vu, alors, c'était pas dans des flaques d'eau, mais ils devaient faire des kilomètres pour aller à la ville, acheter des gros bidons qu'ils reprenaient sur le dos. Mais en fait, c'est un effort, c'est-à-dire que eux, quand ils arrivent chez eux et qu'ils ont l'eau, bah, ils apprécient, quoi. Parce qu'il y a eu un effort derrière. Ouais, Tu sais, c'est ouais. comme quand tu vas courir, après, tout ce que tu fais est mieux, parce que tu te sens bien, t'as fait un effort. Ouais, ouais. Quand ils font le linge, elle mettait mais des 6 heures pour faire le linge. Bah oui, évidemment, folie, quand hein. le linge est propre, nous, tu fais ça, bam, tu lances le truc, tu appuies sur le bouton. Et on a presque plus le truc de récompense parce Ouais. qu'en fait, on a tout en claquant des doigts. Voilà, on ouvre l'eau. exactement. Et je pense que ça contribue à leur bonheur que nous, on ne se rend plus compte parce qu'on n'a plus On besoin est de faire pourri gâté, autant en vrai. d'efforts. On est Et pourri on est gâté, un en peu vrai de pourri vrai. gâté en Ouais. mode le pays. C'est même pas la famille, c'est le Ouais, pays ouais, un peu, ouais, tu vois. ouais, ouais, Et je ouais, pense que ça joue beaucoup, quoi. on a accès à tout, de ouf. Ça, c'est réel.
C'est réel. C'est réel. Non, mais c'est vrai. En vrai, Ouais. on s'en rend pas. Et le fait de voyager et de voir ça, bah, c'est là aussi qu'on s'en rend compte, tu vois. Et du coup, qu'on devient un peu plus attentif à ces choses-là, un peu plus reconnaissant. Je pense que c'est dans la Ouais. reconnaissance. Le mot-clé, c'est reconnaissance. Être reconnaissant pour ce qu'on a et se satisfaire aussi de ce qu'on a. C'est très important. Ouais, Le plus dur, exactement aussi. c'est d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a plutôt que d'espérer face à ce qu'on n'a pas. Ouais. C'est-à-dire, commence par être content de ce que tu as, sois reconnaissant, et ensuite rêve et va chercher plus loin. Mais déjà, ce que tu as là, c'est énorme, tu vois. C'est clair. Et il faut apprendre à s'en satisfaire. Et je pense que c'est une étape qui est assez difficile. On traverse tous ce truc-là, tu vois, on a des rêves et peut-être on n'est pas content de notre situation actuelle, alors que notre situation actuelle, bah, il y a plein de gens derrière qui sont en mode je rêverais d'avoir ça. Et en même temps, faut pas tomber non plus dans le truc de C'est ouais, humain. bah, C'est humain. en gros, moi j'ai mon petit confort, il y en a plein Oui. qui rêveraient de ça, donc là, j'arrête de me plaindre. On a le droit de se plaindre, Bien tu sûr. vois. On traverse Ouais. tous des épreuves, etc. et tout. Faut pas se dire, c'est pas parce que ça te permet juste de relativiser. C'est pas parce qu'il y a un mec qui je sais pas, a perdu ses parents, qui n'a pas accès à l'eau et tout, Ouais. que toi, Que t'as toi, plus le droit de te plaindre parce tu que dois juste dire merci. mec, de me exactement. klaxonner, Tu vois, ouais. si t'as fait un accident, que ta voiture elle a les roues crevées et tout, bon bah Ah oui, ça t'as fait le chier. droit d'être. Voilà, ça fait chier, tu vois. Ouais. Tu vas pas être en mode je suis mort de rire. Mais en même temps, l'aborder avec cette philosophie, moi je sais que dans tout avec Ridwan, chaque fois qu'on a un problème, Oh, on ça en me rigole. rappelle une histoire, ça. Laquelle Je revisualise une histoire sur Twitch. Maroc. Oui. Je Ouais. revois le truc quand tu dis ça, je sais pas pourquoi, c'est Mais avec t'as les vu ou pas pneus et tout. Franchement, et Ça même m'a si, fait même penser à si ça. je t'enverrai si tu veux caler des extraits, mais pour la petite anecdote, du coup, on est au Bah Maroc. vas-y, lâche la l'anecdote. Toi, tu l'as, mais je vais la raconter parce qu'elle est parlante. Ah, bah oui, elle est incroyable. On est ça au fait Maroc. longtemps que ça date un peu. Ouais, ça date Je sais un pas peu, pourquoi ouais. Il j'ai faut que je pensé sorte un à ça réel aussi. d'ailleurs là-dessus. De ouf. Et ce serait intéressant, peut-être je pourrais faire un cross-post avec ces rushs-là. Mais du coup, on est au Maroc. Et on part en tournage du coup pour Life avec Ridwan. Et premier jour de tournage, on finit, on était comme dans un rêve. C'est-à-dire que vraiment. Parce que c'était t'es allé au incroyable. Maroc professionnellement pour faire une Voilà, vidéo. exactement. c'est Donc, ça ouais, je resitue le contexte global. Donc, en gros, avec Ridwan, on part au Maroc avec notre boîte, Mood. On a un tournage avec une ONG là-bas sur place. Donc, on arrive. Premier jour, ça se passe super bien. On est sur un petit nuage. Les gens, ils sont trop sympas. Le tournage, il est incroyable. On a des beaux plans, etc. Et donc, on finit la journée. On quitte le partenaire, on quitte le client. Donc, le client, lui, il rentre. Et nous, on part et en fait, on traverse des montagnes. Vraiment des montagnes, coucher de soleil, incroyable sur le côté. Et quand je te dis, on est dans un rêve, c'est qu'on se dit, gros, c'est incroyable. Et tu vois, ce mot, on le dit souvent, mais vraiment, c'est Ouais. juste que C'est on ce vit que le tu truc. ressentais, ouais. Ouais, voilà. Et donc, on s'arrête sur le bas-côté. On laisse la voiture, il y a toutes nos affaires dans la voiture. Et on part au bord de la falaise, vraiment au bord de la falaise. On kiffe le coucher de soleil, on reste 10 minutes, on se pose. On est là, on contemple le truc et tout. On fait quelques petites vidéos, etc. Et là, on revient dans la voiture, vide. Plus rien. Vous êtes Tous les pliés, ordis, caméra, quoi. Ouais, disque parce que, dur, ouais, du coup, en plus, affaires, t'allais faire un tournage. Donc valise. Ça veut dire matériel. tout. Tu vois, est-ce que là, tout, il n'y a plus rien. La voiture, elle est vide. Ouais. Et là, En je plus, dis à t'avais des Ridwan, rushs de l'époque. tout, mais, mais trucs comme pire que ça. ça. Ouais. J'avais 4 terras de données des rushs de mon enfance que je ne Aïe. vais plus jamais retrouver. J'avais toute ma vie, tout. J'avais toute la compta de mes boîtes, les machins et tout. Tout. Genre là, vraiment, Ouais. le moment ils me prennent ça, j'ai, tu sais, le truc où t'es vide d'un coup et tu dis, Ouais. non, c'est pas possible. Genre, t'as Rendez-moi ça tout ce de truc, suite. ouais, cette boule au ventre, Ouais. non, qu'est-ce qui se passe? Et dis-toi que 10 minutes plus tard, on est dans la voiture et on rigole. Et même moi, aujourd'hui, je regarde les rushs après coup et je me dis, on est stupide ou alors peut-être on comprend pas ce qui les nous arrive. rushs mais où vous débriefez comment- la situation en voiture, là. Ouais, voilà, je exactement. me Quand rappelle. on en a parlé sur Twitch, je lui dis, mais comment on peut rigoler, tu vois? Et en même temps, ça nous a mis un coup, en vrai, parce que ça a été très dur de remonter tout ça, d'expliquer aux clients aussi que, tu vois, on a perdu Ouais. les rushs, faut les refaire pas que les clients là au Sur Maroc, place, mais ouais. tous les clients qu'on avait avant, parce qu'on n'avait pas de cloud à l'époque, mais tu vois, c'est des leçons aussi. Donc, Ouais, hier, derrière, aujourd'hui, t'en as fait un. tout et est cloudé, tout ouais, est exactement. stocké, On paye 100 € par mois de stockage à droite à gauche. Mais ouais, on est vraiment dans ce truc de, bah, en vrai, c'est fait. On va pleurer. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va changer nous apporter de pleurer? Rien. Donc vas-y, let's go, on y va. Le lendemain, on est parti en tournage avec nos téléphones. On avait nos téléphones, on est parti, on a fait ce qu'on pouvait avec nos téléphones. Et au final, tu vois, on a commencé à réparer les meubles dès le début. Et c'est pour ça que cette philosophie de vie aussi, souvent je la donne sur les réseaux, etc. Mais je l'applique. Je m'efforce de l'appliquer parce que c'est bien beau de dire, Ouais, les gars, faites ça. voilà, quand il y a des ouais. problèmes, machin, un truc. Mais là, j'avais un exemple concret. D'ailleurs, je vais faire le réel parce qu'il faut que je le sorte. Mais on a un exemple concret de, voilà, on avait un problème et on l'a surmonté, les gars, tu vois. Et vraiment, je trouve que c'est important. Et on était reconnaissants malgré tout. On avait la santé, on avait tout. On s'est dit, vas-y, let's go, c'est pas grave. Il nous reste nos cerveaux, notre force de travail, on va aller tout reconstruire. Avec tout ce que tu as fait, la création de l'assaut, ce qui s'est passé derrière, l'engouement, les entreprises que tu as lancées, la marque d'habits, les bénévoles, et tout ce qui s'est passé, c'est quoi qui te rend le plus fier de tout ça? C'est une bonne question.
Enfin, putain, oui, il y a que des bonnes questions. Non, mais parce que, en vrai, je sais pas. C'est Qu'est-ce qui m'a dur, rendu c'est le plus dur. fier? On n'a jamais le recul. Ce qui m'a rendu le moins fier, alors, je commençais par ça. En fait, parce tu que fais comme tes parents. j'y pense. T'as Ouais, vu ouais, t'as vu? Je l'ai inculqué, hein. Ce qui m'a rendu le moins fier dans tout ça, c'est de ne pas avoir été assez présent pour ma sœur. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois. J'étais vraiment pas bien par rapport à ça. J'ai une grosse prise de conscience, tu vois, sur le fait que tu as un rôle à jouer en tant que grand frère et que je n'ai pas forcément été là au bon moment quand on avait besoin, du fait d'être toujours en déplacement, etc. Donc ça, je l'ai mal vécu, sachant que ma sœur, je l'aime tellement, vraiment, on est tellement proches. Genre, c'est vraiment une relation fusionnelle, tu vois. Et quand j'ai commencé à beaucoup voyager, quand j'ai eu mes boîtes, quand j'ai eu l'assaut qui a décollé et tout, bah en vrai, j'étais jamais à la maison. Tu vois, comme je te dis, je découchais souvent. Ça m'arrivait de passer 3-4 jours dehors, je dormais au local. J'avais trop de travail, j'étais débordé. Donc, par la force des choses, bah, elle s'est forgée aussi sa propre carapace, aussi, tu vois, face aux épreuves de la vie, ce qu'elle a pu traverser. Et moi, je n'étais pas forcément là pour l'écouter. Donc là, ça fait vraiment... Ça fait longtemps en vrai, ça va faire quasiment 1 an à peu près que j'ai pris conscience aussi de ces choses-là et là je suis beaucoup plus présent pour elle. Donc je prends tous les jours quasiment, j'essaie de lui envoyer un petit message, on parle, je l'appelle, je vais la voir. Dès qu'elle a besoin d'un truc, tac, je suis là, s'il faut lui acheter un machin et tout, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est la chose dont je suis le moins fier. La chose dont je suis le plus fier, je pense, c'est d'avoir le sentiment d'être accompli en vrai. Et du coup de dépeindre positivement sur mon entourage. C'est-à-dire que tu vois, mes parents, je sais qu'aujourd'hui, je pense que la chose dont je suis la plus fier, c'est de me dire, mes parents, ils sont sereins. Ils sont sereins parce qu'ils savent que mon avenir, il est tracé, que ça y est, tu vois, j'ai fait mes preuves. Et vraiment, ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Ils savent que même si je dois assumer d'autres choses à côté, même ma sœur ou autre, bah, je le ferai, en vrai. Parce que j'ai les épaules pour et je leur ai prouvé. Et je pense qu'en vrai, pour des parents, moi, je me mets dans la posture quand nous aussi, on va devenir père, tu vois. En vrai, pour des parents, la chose la plus importante, c'est de se dire que j'ai mis un enfant au monde, il n'a pas choisi de naître, c'est moi qui ai fait le choix de lui donner la vie. Donc, il faut que je sois serein. En fait, moi, je pense que ma plus grosse préoccupation, quand je serai père, c'est de me dire, est-ce qu'il manque de rien? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il va trouver un équilibre? Est-ce qu'il va être heureux? Et du moment où mes parents, ils voient, je rentre, j'ai la banane, tac, je suis bien, j'enchaîne, je leur dis, ouais, là, je pars ici, là, je fais ceci, j'ai organisé cela, c'est super bien passé, je suis invité et tout. Ils sont en mode, bah, t'es épanoui, mon fils. T'es vivant. Tu vois, ouais, t'es vivant. Ce truc-là, j'adore me dire ça quand je le ressens. Vivant. Vivant. C'est ça, t'es vivant. Et je pense que c'est le truc, c'est la chose qui est la plus importante en vrai. Tu vois, c'est encore une fois, moi, je bosse aussi, je fais tout ça en partie pour mes parents. Et du coup, bah, de savoir qu'eux, ils sont sereins, qu'ils sont contents parce qu'ils me voient heureux, bah, en vrai, ça participe, ça contribue à mon bonheur, tu vois. Donc, je pense que c'est ça la chose dont je suis le plus fier. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui arrive pour toi sur la suite, les projets peut-être en cours, tu vois, pour mettre un peu de contexte et les choses à venir sur tous tes projets, quoi. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, j'ai un dernier gros projet. Alors, vous avez 10 minutes là. Non. Alors, bah, en fait, par rapport aux projets qui sont déjà en place, je vais y revenir rapidement, mais en gros, par rapport à l'équipage solidaire, comme je disais. T'as vu ce que t'as fait? Tu t'es posé. Parce que je sais que ça va être long. Non, on va faire court. Par rapport à l'équipage solidaire, l'objectif c'est d'ouvrir à l'international, donc d'exporter nos actions, de stabiliser vraiment dans toutes les villes, de pouvoir recruter. Le gros objectif d'ici fin 2025, c'est que dans chaque ville, on ait au moins 3-4 salariés, tu vois, parce qu'aujourd'hui on a des salariés, mais pas dans toutes les villes, et pouvoir vraiment se dire, ok, c'est stable partout. C'est-à-dire que là c'est bon, toutes les villes dans lesquelles on ouvre, c'est géré, c'est tenu par une personne qui est à temps plein, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et on poursuit l'expansion internationale. On a des objectifs d'ouverture en Amérique du Sud, au Maroc et dans les pays de l'Europe de l'Est, bah notamment en Serbie. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'équipage, c'est vraiment ça. Continuer à développer aussi nos technologies, les exporter à l'international, donc ça c'est cool. Au niveau de Mood, l'idée c'est en vrai de continuer sur la lancée, c'est-à-dire bien restructurer aussi, éventuellement retravailler la raison d'être, parce qu'en fait qui est une agence de com, c'est ça? C'est ça, exactement. Mood, qui est mon agence de production audiovisuelle qu'on a lancée avec Ridwan. Et l'idée c'est que là en fait on veut aussi recentrer la raison d'être de Mood, parce qu'on est parti un peu dans plein de trucs, on a fait plein de prestats, en fait on a des compétences qui sont très éparses, on peut faire à la fois à l'associatif aussi, hein. Exactement, dû exactement à nos expériences précédentes. En vrai on peut faire autant de la production audiovisuelle que des contenus pour les réseaux sociaux, que du site internet, etc. Donc là, aujourd'hui, on propose tout ça. C'est une agence 360. Donc vraiment, on peut accompagner un projet de A à Z. L'idée, ça va être de recentrer aussi là-dessus, mais de continuer avec les gros clients qu'on a signés. Pour Blitz, ça va être vraiment de le développer au max. Aujourd'hui, Blitz, c'est mon fonds d'investissement, du coup, sur lequel j'accompagne des porteurs de projets et j'investis dans certains projets. Donc aujourd'hui, on a 4 projets sur lesquels on a investi, du coup, sur lesquels j'ai pris des parts. Et là, l'idée, ça va être vraiment de pousser
le coaching sur Blitz, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui soit encore plus personnel. En fait, là, l'idée, c'est que du coup, dans Blitz, on est 5 et j'aimerais bien proposer une formule où je puisse vraiment accompagner individuellement les entrepreneurs, tu vois, Ouais. et leur dire, Que ce soit pas un programme, mais un programme plus un suivi voilà, réel. exactement. Et ça, je vais vraiment le pousser, c'est un de mes gros projets sur 2025, Ok. où j'ai envie de lancer ça, de le faire bien, de faire une formule, tu vois, et de développer Blitz à fond. Donc voilà, et j'ai un autre gros projet, je pense, projet final, après je m'arrête, c'est une plateforme de recrutement. Je peux pas en dire trop non Ouais. plus, tu vois, pour regarder le truc, mais j'aimerais bien lancer ça fin 2025, ça fait pas mal de temps que je travaille dessus. Et là, je pense que ce sera le projet, j'espère, final, où après, je vais jongler un peu entre tout ça et j'ai trouvé mon équilibre. En vrai, après, l'objectif, c'est de fonder une famille aussi et d'avancer à ce niveau-là, mais c'est cool déjà. Je pense que on a fait pas mal de chemin. Ouais, je crois que tu as fait pas mal de chemin aussi. Bah, merci beaucoup, mec. Avec C'était plaisir, un merci à vrai toi, plaisir. vraiment. C'était trop cool. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout commenter, j'y tiens parce que j'adore avoir des retours concrets. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, au-delà des j'aime qui veulent et ce qui sont un beau soutien, mais c'est cool d'avoir aussi des retours de gens qui sont allés jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas. De pas ouf. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-nous Fly en commentaire. F-L-Y, Allez, Fly, go. comme sur Ouais. ton t-shirt, et comme ça on Vas-y. verra qui sont les vrais On va qui sont mettre restés Fly, jusqu'au ouais. bout. On va mettre Fly, mettez Fly et allez suivre Yovan aussi sur les réseaux. J'insérerai les liens, etc. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Let's go!